Voilà. Donc je vais m'enregistrer, je le mettrai sur Moodle. Alors, ne vous dites pas que je ferai ça systématiquement, hein. Je vais faire ça pendant une semaine ou deux, juste pour permettre à ceux qui arrivent un peu en retard à l'université de pouvoir rattraper les cours. Donc chimie générale. Alors d'abord, la chimie, c'est quoi? Alors si vous allez sur le petit Larousse, vous allez voir que la chimie, on vous dit que c'est la partie des sciences physiques, donc c'est présenté comme une sous-discipline. On n'aime pas trop ça, les chimistes, être vu comme une sous-discipline. On estime qu'on est une discipline à part entière. Mais en tout cas, dans le Larousse, il est dit que c'est une partie des sciences physiques qui étudie la constitution atomique et moléculaire de la matière, et les interactions spécifiques de ces constituants. Donc on étudie la constitution atomique et moléculaire et les interactions de ces constituants. Ça souligne aussi que c'est l'ensemble des connaissances, la chimie, sur la préparation, les propriétés et les transformations d'un corps. Et puis il y a un aspect littéraire, la chimie de l'amour, par exemple. Donc il y a un côté littéraire derrière la chimie. Donc c'est la transformation de la réalité sous l'effet d'un sentiment et de l'imagination. Alors malheureusement, je suis extrêmement terre à terre. Donc, moi, je vais pas vous parler de chimie de l'amour et de virtualité et de sentimentalisme. Je vais faire de la chimie pure et dure. Mais bien évidemment, la chimie de l'amour, je compte sur vous pour la vivre dans votre vie privée et profiter de votre jeunesse. Si vous allez sur Wikipédia, alors c'est le Wikipédia en anglais hein, que j'ai traduit. On vous dit sur Wikipédia, alors Wikipédia c'est une super source, je ne sais pas ce qu'on vous a dit avant, au lycée. Moi je travaille beaucoup avec Wikipédia, bon plutôt la version anglo-saxonne, hein, mais je travaille beaucoup avec Wikipédia, c'est très très bien, c'est une super source d'information. Il y a un sujet que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez très peu, allez sur Wikipédia voir ce qu'il raconte. Hein. Il y a suffisamment de rédacteurs pour corriger les bêtises, voilà. Malheureusement, sur la version française, souvent, il n'y a pas assez de rédacteurs. C'est un peu dommage. Donc la chimie, c'est quoi, selon Wikipédia? C'est l'étude scientifique des propriétés et du comportement de la matière. Donc on retrouve un peu les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est une science naturelle. Ça, j'aime bien cet aspect-là. Qui recouvre les éléments qui composent la matière jusqu'aux composés constitués d'atomes, de molécules et d'ions. Et ce qui est dit sur Wikipédia, c'est que la chimie est souvent qualifiée de science centrale, en raison de liens qu'elle entretient avec d'autres sciences physiques, avec les sciences de la vie, avec les sciences appliquées telles que la médecine, l'ingénierie et l'informatique. Donc la chimie, c'est vraiment une science centrale. Voici quelques enjeux contemporains et quelques grands domaines d'innovation en chimie. Donc en haut à gauche, c'est la notion de batterie. Alors les batteries, il y a plusieurs façons d'aborder la problématique des batteries. C'est évidemment avec les voitures électriques, c'est un enjeu majeur. Vous avez les batteries vues par nos collègues des matériaux. Vous avez aussi des problématiques de ce qu'on appelle génie chimique et de procédés physico-chimiques. Et puis également, vous avez des problématiques en chimie moléculaire. Donc actuellement, il n'y a pas une seule solution technologique. Il y a plusieurs domaines de la chimie qui font des propositions en recherche et développement pour avoir des batteries qui soient de plus en plus, qui tiennent à la charge de plus en plus longtemps, qui aient une capacité de charge de plus en plus importante, etc. Alors il se trouve qu'à Toulouse, on a un collègue, Patrice Simon, qui est un pur produit de l'université, qui est membre de l'Académie des sciences et qui est un des spécialistes mondiaux des batteries. Voilà. D'autres enjeux contemporains, évidemment, c'est tout ce qui est matériaux composites et recyclables. Tout ce qui est lié à l'éolien, tout ce qui est lié aux matériaux photovoltaïques, aux panneaux solaires. Là, encore une fois, les panneaux photovoltaïques, ça peut être aussi bien des problématiques de matériaux que des problématiques moléculaires, en particulier. Derrière le miroir du panneau photovoltaïque, il n'y a pas que du silicium. C'est souvent du silicium, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des solutions basées sur de la chimie moléculaire. Il y a des problématiques de polymères. Les polymères, c'est les plastiques, c'est les pneus, c'est les caoutchoucs, c'est les sacs recyclables. Donc il y a des problématiques de polymères, la recyclabilité des plastiques. C'est extrêmement important, c'est une problématique extrêmement importante. Donc des polymères haute performance recyclables, c'est un enjeu important.
Il y a en particulier, en parlant de recyclage, il y a tout l'aspect industriel des nouvelles filières de recyclage chimique et biochimique. Et là, c'est en particulier des problématiques de procédés physico-chimiques. La filière procédés dont je vous parlais, c'est plutôt les procédés. Vous avez également tout ce qui est la biochimie et les systèmes bio-inspirés. Là, en ce moment, depuis tout à l'heure, je marche, je parle, etc. Vous m'écoutez, vous bougez un peu. Nous avons des tas de moteurs moléculaires, enfin biochimiques, des moteurs biomoléculaires dans notre organisme. Des petits moteurs qui convertissent l'énergie, enfin les aliments, etc., en énergie, qui alimentent les muscles, etc. On a des tas de petits moteurs. Et donc, il y a ce qu'on appelle les systèmes bio-inspirés. C'est comment est-ce que la chimie peut s'inspirer de la nature pour fabriquer des choses qui ressemblent à ce qui est fait au niveau naturel. Ça peut être aussi la photosynthèse. Je vous montrerai un exemple après. Ça peut être la photosynthèse. Donc, les systèmes bio-inspirés, ben ça, c'est de l'ingénierie moléculaire. C'est plutôt de la chimie moléculaire. Il y a tout ce qui est l'écologie, l'analyse, le traitement et l'instrumentation. L'analyse des eaux usées, par exemple, l'analyse dans l'industrie agroalimentaire. C'est énormément de technicité, beaucoup d'instrumentation, des instruments très compliqués. On a une filière instrumentation en master ici et analyse chimique à Paul Sabatier, qui case super bien ses étudiants dans l'industrie, avec des salaires plus que raisonnables. Donc ça, c'est un enjeu vraiment important, être capable au niveau écologique, de faire de l'analyse chimique. Il y a toutes les technologies innovantes et tous les nouveaux matériaux et nanomatériaux. Donc là, j'ai montré des LED, des petites LED, mais il y a plein de trucs. Il y a des nouveaux nano-objets, nano-objets pour le traitement des cancers, par exemple. C'est ce qu'ils font dans mon laboratoire. Nano-objets pour le traitement des cancers, nano-objets pour la détection des cellules tumorales, par exemple. Donc là, et il y a toute une nouvelle, je ferai dans le chapitre 2, je vous en parlerai, il y a toute une nouvelle technologie qui semble émerger et qu'on appelle les technologies quantiques. Alors les technologies quantiques, c'est à la frontière entre la physique et la chimie. C'est plutôt le centre de gravité des technoquantiques, c'est plutôt côté physique. Mais côté chimie, il faut en avoir entendu parler. Ça va avoir un impact énorme sûrement, y compris en chimie. Il faut en avoir entendu parler. Donc les technoquantiques, et bon, quand on est chimiste, en particulier spécialisé en chimie des matériaux, on a des choses à apporter dans ce domaine technoquantique. Et puis bien évidemment, des trucs plus traditionnels, la pharmacologie et la médecine, la conception de nouveaux médicaments. Alors évidemment, là, la conception de médicaments ou des vaccins, il y a eu les vaccins à ARN messager qui sont devenus, ça c'était à la frontière entre de la chimie et de la biologie et de la biochimie. D'accord ? La conception de médicaments en général, c'est typiquement de la chimie. C'est de l'ingénierie et beaucoup d'intelligence en chimie, ça ne se fait pas au hasard. Alors la chimie en France, il y a un site web qui s'appelle France Chimie, c'est-à-dire est-ce que la chimie en France, est-ce que quelques chiffres clés. Donc, c'est des chiffres qui datent de 2021. Hein. Donc la chimie, elle est au niveau industriel. C'est un acteur majeur de l'économie mondiale et de l'économie française. Par rapport aux industries, elle a le deuxième rang en Europe, juste après l'Allemagne. Alors la chimie allemande, c'est une vieille tradition. Donc là, la chimie allemande, elle est loin devant. Et donc elle est au deuxième rang au niveau industriel en Europe, juste après l'Allemagne. Elle est au 7e rang dans le monde. Il y a 220 000 salariés dans la branche chimie en France. Les industries en France investissent à peu près 2 milliards d'euros en recherche et développement. Il y a à peu près 4 milliards d'euros par an d'investissement en chimie. Et à mon avis, avec la pandémie qui a montré des problématiques géostratégiques majeures, avec des entreprises qui ont été délocalisées, des industries qui ont été délocalisées en Chine en particulier, et tous les problèmes que ça pose, il n'est pas impossible que ces chiffres augmentent dans les années à venir, que les investissements en France augmentent. Déjà, alors ça n'a rien à voir avec la chimie, mais les semi-conducteurs, dont on pensait que c'était sinistré pour l'emploi en France et en Europe, l'Allemagne et la France investissent des milliards pour faire revenir la fabrication des semi-conducteurs en Europe. Donc l'Allemagne, je ne sais plus comment s'appelle la boîte qui fait les semi-conducteurs, c'est une branche de Siemens. C'est une branche de Siemens et
Et en France, c'est... le nom ne me reviendra pas. Enfin voilà, il y a énormément d'investissements qui sont consacrés là maintenant à marche forcée pour réintroduire l'industrie des semi-conducteurs en Europe. Et ça va être pareil pour la chimie, à mon avis. Donc ça représente 97 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est le premier secteur industriel exportateur en France. Et les exportations à 54% se font vers l'Union européenne. Voilà, parce que souvent on se dit il n'y a pas trop de chimie en France, ben si quand même. Ce que prévoit l'industrie chimique, c'est de recruter 120 000 personnes d'ici à 5 ans, dont 94% en CDI. Alors ça c'est ce qu'ils annoncent, hein, c'est l'industrie chimique qui dit ça. Hein, moi je vous donne. Et alors vous avez entendu parler de l'alternance. Alors l'alternance en licence, c'est pas vraiment prévu. En revanche, l'alternance en master, nos masters chimie sont prévus pour fonctionner en alternance. Donc on peut faire un master chimie en alternance. Et l'industrie chimique a eu une augmentation de 25% d'alternants en 2021. Vous connaissez le principe de l'alternance? Non? Vous faites en partie vos études. D'abord, vos études sont payées par l'industrie. Et vous faites en partie vos études à l'université ou en école d'ingénieur, si vous êtes en école d'ingénieur et que c'est prévu. Et une partie de votre temps, vous êtes en entreprise et vous travaillez pour l'entreprise. Donc vous vous formez à la fois dans le milieu industriel et vous complétez vos compétences et vos connaissances au niveau universitaire. Il y a plusieurs modes d'alternance. En général, ce qu'aiment bien les entreprises, c'est que vous passiez un mois ou deux sur leur site. Donc nous, on est organisé pour ça, en particulier avec les enseignements à distance et tout. Au niveau des masters, master chimie, on peut faire ça. Donc vous passez, je sais pas, 2 mois à l'université, 2 mois en entreprise. 2 mois à l'université, 2 mois en entreprise. Et vous êtes salarié. Donc 25% d'augmentation d'alternants en 2021. Assez bonne parité hommes-femmes. 40% des salariés sont des femmes. Alors après, sur les niveaux de responsabilité, je ne sais pas, leurs documents ne le disent pas. Les marchés de la chimie en France sont listés sur ce site. La recherche et développement, la santé, les transports, le commerce, la consommation des ménages, donc tout ce qui est, je sais pas moi, les emballages, etc. C'est de la chimie. Donc je pense qu'ils mettent ça là-dedans. L'industrie, automobile, aéronautique, l'agriculture, sylviculture, pêche, c'est-à-dire, ça c'est les applications, hein, donc tout ce qui est agroalimentaire, etc. Les matériaux de construction, l'énergie, à peine 6,5%, et ça je pense que ça va augmenter, probablement, dans les années à venir. Donc voilà, ça vous donne un petit peu les marchés de la chimie. Ça c'est les marchés. Alors la chimie se dit de plus en plus vertueuse en termes d'émissions de gaz à effet de serre. J'espère que oui. Alors là, vous ne voyez pas, évidemment. Mais il y a un graphique là qui descend, qui annonce qu'entre 1990 et 2015, il y a eu une baisse de 65% des gaz à effet de serre. Ce que ne dit pas cette étude ici, et malheureusement, il ne le documente pas, donc il faudrait aller fouiller un peu, c'est est-ce qu'ils prennent en compte la délocalisation des usines? Parce que si c'est la baisse des gaz à effet de serre des usines en France, des industries en France, évidemment, les industries ont fermé en France. Donc, pour être délocalisées à l'étranger. Donc ça, je ne sais pas si c'est des chiffres honnêtes ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent ici. Et ils annoncent une diminution encore entre 2015 et 2030, qui devrait être, un effort qui devrait se poursuivre de l'ordre de 36% de baisse, entre 36 et 26% de baisse dans les 10 ans à venir. Alors, quand vous arriverez en L2, si vous êtes toujours dans le LFLEX chimie, dans la mention chimie, vous allez faire des outils numériques. En particulier, vous allez faire du Python. Alors pourquoi? Même en chimie, il y a une très forte transition numérique. Il y a une transition vers le numérique. Alors il se dit qu'il y a à peu près 60 à 65% des PME et des grandes industries en France qui ont déjà accompli le virage du numérique. C'est vrai pour les grosses boîtes, les très grosses boîtes, Sanofi, Fabre, Total, etc. Ils ont accompli ce virage numérique depuis longtemps. Pour les PME, il y a du boulot. Il y a du boulot.
il y a du boulot. C'est-à-dire si vous arrivez à construire une double compétence chimie-informatique, il y a des data scientists qui sont demandés à la TOC partout. Et les data scientists, pas seulement des informaticiens spécialistes d'informatique et de data science, mais des gens qui connaissent la science chimique, qui ne vont pas faire des trucs désincarnés, hors sol. Donc il y a vraiment, dans les années à venir, bon, c'est plutôt mon domaine, donc je le vois arriver, je vois les annonces passer sur LinkedIn en particulier. Il va y avoir de plus en plus une augmentation des besoins en chimistes ayant des compétences en data science et en outils numériques. Donc il y a vraiment les entreprises qui vont de plus en plus rapidement vers une digitalisation de leurs activités. C'est ce qu'on appelle, alors sur l'aspect industriel, c'est ce qu'on appelle des fois l'industrie 4.0. Donc la digitalisation, ça concerne quoi? Ça concerne les outils de mobilité, par exemple, pour les équipes de maintenance. Ça concerne aussi des solutions fournies aux autres industries, avec des matériaux intelligents et tout l'environnement numérique qui entoure ces matériaux intelligents. Les objets connectés, les nanomatériaux, tous ces trucs-là. Il y a également tout ce qui est des capteurs intelligents. Pour avoir, on va rentrer cet hiver en pénurie d'énergie, hein, ça semble à peu près évident maintenant. Tout ce qui est une gestion intelligente et automatisée avec de l'intelligence artificielle, des capteurs, etc., pour baisser les besoins énergétiques d'une industrie, de locaux de travail, des bureaux recherche et développement et tout ce qui peut gérer intelligemment la lumière, le chauffage, etc., mais également les flux dans les usines, tout ce qui peut faire de la gestion intelligente et souvent en relation avec une activité scientifique bien précise, ça va être de plus en plus important. Donc il y a besoin de capteurs intelligents, de big data, de gestion des données, pour faciliter ce qu'on appelle la maintenance prédictive et optimiser les consommations d'énergie et de matière. Et que ce soit pour les problématiques de réchauffement climatique ou les problématiques géostratégiques actuelles de pénurie d'énergie, c'est vraiment extrêmement important et là ça va s'accélérer encore plus. Je ne sais pas si vous avez entendu encore ce matin qu'il y a je ne sais plus quelle entreprise qui va être obligée de mettre ses salariés en chômage technique cet hiver parce que le prix de l'énergie a augmenté, a été multiplié, leur facture d'énergie a été multipliée par 20. Ils ne peuvent plus faire face. Il y a toutes les problématiques ensuite liées à la recherche, ce qu'on appelle la réalité augmentée, pour assister les équipes en production. Alors, réalité augmentée, c'est pas de la science-fiction. Hein. Nous, on est en train de faire des TP en réalité augmentée. Vous êtes en salle de TP, vous avez un casque et vous avez un accompagnement pour vous dire exactement comment vous devez manipuler, etc., pour vous permettre d'avoir les bonnes pratiques de laboratoire, le bon geste dans le laboratoire. Mais tout ça, ça peut aussi être à la fois apporter des gains de productivité, résoudre des problématiques d'erreur, etc., dans le domaine industriel. Donc il y a encore plein de PME qui sont éloignées de ces mutations, qui rencontrent des difficultés, donc il va y avoir du boulot dans ce domaine. Beaucoup de boulot. Et puis, dans un contexte beaucoup plus recherche et développement et innovation, il y a ce qu'on appelle un nouveau paradigme, qui est la recherche dirigée par les données. Quand on fait de la recherche, on produit des tas de données, plein. Et puis souvent, on les met sur un disque dur, on les range sur une étagère, enfin, voilà. On n'en fait rien. Et c'est une mine d'or, ces données. C'est une mine d'or. Mais on ne sait pas les analyser, c'est trop compliqué pour notre intelligence, à nous. Même si on est capable de faire des choses extrêmement complexes, ça c'est trop compliqué parce qu'il y a trop d'interconnexions entre les trucs. Voilà. Et donc là, il y a vraiment une nouvelle recherche qui est en train de se mettre en place, qui est d'exploiter ces données pour essayer de trouver des relations cachées entre des observables, des trucs comme ça. Donc là aussi, il y aura des besoins énormes dans les années à venir par rapport à ça. Je vais peut-être sauter ce truc-là pour l'instant. Pour basculer directement sur ma diapo 14, qui est de vous sensibiliser à ce qu'on appelle une vision atomique et moléculaire de la chimie. Donc il faut que vous sachiez qu'il y a un lien étroit entre les propriétés de la matière à l'échelle microscopique et les propriétés macroscopiques. Alors je vais m'expliquer ici avec un glaçon. Donc sur cette image d'artiste là, c'est un glaçon qui est en train de fondre. Donc le glaçon est en train de fondre, donc au milieu là vous avez le glaçon. Ce qui est représenté au-dessus, bon, on ne le voit pas forcément, mais quand vous avez un glaçon, vous le voyez fondre, ça vous le voyez.
mais il y a aussi une transition, ce qu'on appelle solide-vapeur qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'eau qui passe en vapeur d'eau, qui passe dans l'atmosphère, des molécules d'eau qui se détachent et qui passent dans la phase gazeuse, dans l'air. D'accord? Donc il y a à la fois la flaque d'eau sous le glaçon, mais il y a également un petit peu de vapeur d'eau qui se forme. Vous ne voyez pas la vapeur, mais en tout cas, ça passe dans la phase gazeuse. Et donc ça, c'est la propriété macroscopique. Vous voyez à votre échelle que ça fond. Et puis éventuellement, si vous mettez un miroir au-dessus du glaçon, au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a des gouttes d'eau qui se mettent en suspension sur le miroir. Voilà, donc il y a un peu de condensation qui se fait. Ok, ça c'est le macroscopique. Qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique? Plein de trucs super importants. D'abord, si on veut comprendre ce qui se passe au niveau microscopique, il faut savoir à quoi ressemble l'eau. Il faut connaître sa formule, c'est H2O. Ça va, je ne vais pas trop loin pour l'instant, H2O. D'accord? C'est quoi? C'est un atome d'oxygène qui est relié à 2 atomes d'hydrogène. Les 2 atomes d'hydrogène, eux, ne sont pas liés entre eux. Donc c'est l'oxygène qui a un rôle central. Alors après, si on veut aller encore un peu plus loin, la molécule d'eau, elle n'a pas n'importe quelle morphologie. Elle est coudée. Je la vois ici, elle a une géométrie coudée. Cette représentation-là que j'ai encadrée, ce qu'on appelle la représentation ball and sticks, boule et bâton. Donc elle est coudée. Et puis si on regarde, si on analyse sa structure électronique, c'est quoi H2O? Alors ça on le refera, vous inquiétez pas. Hein, mais H2O c'est 2 liaisons OH, et il y a également ce qu'on appelle des doublés non liants. Et après, il y a une propriété importante qu'on appelle l'électronégativité. L'oxygène est plus électronégatif que les hydrogènes. C'est-à-dire que l'oxygène, il a tendance à être, on dit 2 delta moins, à être chargé négativement, alors que les hydrogènes sont chargés positivement. Et du coup, cette propriété-là, cette géométrie et ces propriétés de charge, donc c'est les charges des atomes, ça entraîne qu'il peut se faire des liaisons, ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes entre molécules d'eau. Et la glace, c'est quoi? C'est un réseau de molécules d'eau, pas de problème. C'est un réseau de molécules d'eau qui font des liaisons hydrogènes entre elles. Et c'est un réseau qui a une forme de cristal. La glace, c'est un cristal. Donc c'est ce qu'on appelle un réseau cristallin de molécules d'eau. Donc si on veut comprendre pourquoi la glace se forme, et quelle est la cohésion entre les molécules d'eau, eh bien il faut rentrer dans cette description microscopique. Ça c'est le solide, c'est la glace. Dans le liquide, il y a une forte densité, de molécules d'eau. Il y a quelques liaisons hydrogènes, mais beaucoup moins. Donc pourquoi il reste quelques liaisons hydrogènes. Donc il y a une réorganisation, et il y a quand même des liaisons hydrogènes qui assurent la cohésion et qui fait que c'est liquide. Et dans la phase vapeur, il n'y a quasiment plus de liaisons hydrogènes. Et il y a une faible densité de molécules d'eau par unité de volume. C'est ça la définition de la densité. Un faible nombre de molécules d'eau par unité de volume. Donc une faible densité. Donc si on veut comprendre ces phénomènes-là, qu'on appelle des phénomènes de transition de phase, et les différents états de la matière, ça c'est différents états de la matière, solide, liquide, vapeur. Si on veut comprendre ça, ça commence par comprendre quelle est la forme de la molécule d'eau. Ça ne ferait pas des liaisons hydrogènes si la molécule n'était pas coudée. Ça ne le ferait pas. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais ça ne le ferait pas. Si c'était linéaire, ça ne le ferait pas. Donc pourquoi? C'est lié à ça, à l'existence de ces espèces de traits que j'ai représentés ici, qu'on appelle des doublés non liants, au fait que l'oxygène est chargé négativement, et ça c'est une propriété qu'on appelle l'électronégativité. Vous avez entendu parler de l'électronégativité au lycée. Donc c'est l'électronégativité. Voilà, donc il faut connaître tout ça. Ça c'est mon chapitre 3 ou 4. Ok? La forme de la molécule d'eau, c'est le chapitre 5. Donc il y a un lien étroit, c'est ce qui est marqué ici, entre la structure 3D, la densité électronique et les liaisons chimiques intra- ou intermoléculaires. Donc il faut maîtriser tout ça, et tout ce qui se passe à l'échelle microscopique a des conséquences au niveau macroscopique.
Et donc nous, c'est ça qu'on va regarder. On va regarder la matière par le petit bout de la lorgnette. Donc on va mettre le microscope, on va regarder ce qui se passe au niveau d'une molécule ou d'un tout petit nombre de molécules. Mais ça a des conséquences sur les propriétés collectives de ces molécules dans leur ensemble. Pour ces aspects tridimensionnels, il y a le site que j'ai déjà évoqué, VChem3D, le site de l'Université Paul Sabatier. Bon, c'est moi l'auteur de ce truc-là, en fait. Et donc, il est complètement adapté à l'enseignement de la chimie à Paul Sabatier. Voilà. Il est aussi utilisé, dans quelques universités par-ci, par-là. Il y a un accès libre. Hein. Il est utilisé par les universités d'Afrique aussi, etc. Mais ça, on s'en servira en temps utile. Et vous verrez dans la qualité D, de temps en temps, il y a un logo disant là, vous pouvez aller chercher des ressources sur VChem3D. Qui dit échelle atomique et moléculaire dit qu'il faut avoir un peu une idée des unités et des échelles de longueur. Donc, regardez ici, vous avez différentes échelles. Nous, on est par là. On est par là. L'atome, il est ici. Donc, vous avez deux échelles, le nanomètre et le mètre. Enfin, les nanomètres, oui, pardon. L'échelle en bas, c'est en mètres. Hein. OK. Donc, l'atome, c'est à peu près à 10-10 mètres. C'est-à-dire 10-10 mètres, c'est ce qu'on appelle l'angstrom. C'est encore en termes de picomètre, c'est 100 picomètres. Alors, je vous rappelle que 1 picomètre, pico, c'est 10-12. 1 picomètre, c'est 10-12 mètres. Donc ça, c'est l'échelle atomique. C'est à peu près l'angstrom. C'est important, les ordres de grandeur, je vous embêterai avec ça régulièrement. Hein. Il faut connaître les ordres de grandeur. Si vous me dites une liaison chimique, c'est, évidemment, là je vais dire une énormité, mais si vous me dites une liaison chimique, c'est 1 mètre, on est d'accord que ce n'est pas le bon ordre de grandeur. Une liaison entre atomes, ce n'est pas 1 mètre. Hein. La liaison entre atomes, c'est plutôt l'angstrom. Donc ça, c'est l'échelle de l'atome. L'échelle de la molécule, c'est quelque part en dessous du nanomètre. C'est quelque part entre l'angstrom et la dizaine d'angstrom. Ça, c'est la taille typique d'une molécule. Une nanoparticule, c'est quelques nanomètres. Nano, comme son nom l'indique, c'est quelques nanomètres. Donc le nanomètre, un nanomètre, c'est 10-9 mètres. Nano, 10-9. Si on regarde par exemple des biomolécules, comme l'hémoglobine, ici, la taille typique d'une biomolécule, c'est à peu près entre le nanomètre et c'est beaucoup plus gros que le nanomètre, c'est un peu en dessous de la dizaine de nanomètres. Si vous regardez maintenant la nanoélectronique, les ultra-micro-électrodes, les trucs comme ça, les jonctions de circuits intégrés, l'échelle, c'est quelque part entre la centaine de nanomètres et le micromètre. Donc un micromètre, c'est 10-6 mètres. Donc la miniaturisation des processeurs, c'est à peu près ça. D'accord? Donc quelques ordres de grandeur importants. Donc nous, on va travailler plutôt sur les molécules, les atomes et les molécules, donc on va être quelque part par là, précisément. Quelque part entre le dixième de nanomètre et le nanomètre. Donc on va s'intéresser à ces objets-là. Donc la réalité, elle est... alors, ça s'appelle chimie théorique et modélisation, hein, CTM. CTM, chimie théorique et modélisation. Modélisation, la réalité, elle est complexe, hein, surtout quand je vais vous parler de physique quantique hein, et de l'application de la physique quantique à la chimie. La réalité, elle est complexe et on a toujours besoin de la rendre plus simple à comprendre et à analyser. Et donc, on a besoin de modèles. Et le modèle, en recherche scientifique, on a tout le temps en tête des modèles où on essaie nous-mêmes de concevoir des nouveaux modèles. Ça fait partie intégrante de la compréhension. On a besoin de modèles, de choses aussi simples que possible, mais pas trop fausses, hein, tant qu'à faire. Moi, je dis souvent, je paraphrase un collègue qui est parti à la retraite il y a longtemps, il disait « On ne peut pas dire aux étudiants tout de suite toute la vérité. Donc, on ne vous dira pas tout de suite toute la vérité, sinon on va vous perdre en route, hein, d'accord ? Mais on va essayer de vous présenter des modèles pour comprendre. Donc, le modèle, il est associé à la démarche d'investigation en sciences.
Il fait partie du processus d'élaboration de la connaissance scientifique. On a vraiment tout le temps besoin de modèles. Son applicabilité, malheureusement, elle est souvent réduite à un nombre limité de cas. Ça, c'est toujours un peu embêtant. Et parfois, quand même, le modèle il est suffisamment robuste pour être prédictif. On peut servir d'un modèle pour essayer de prédire quelque chose, prédire une propriété de molécule, par exemple. Donc on a besoin en permanence de modéliser, en particulier l'expérience, par des relations mathématiques, des concepts, des schémas, des règles. Et évidemment, un modèle il est amené à être remis en cause, c'est la démarche scientifique. À un moment donné, un modèle est vu comme une vérité scientifique, mais c'est la vérité scientifique du moment, dans l'état actuel des connaissances. Et puis un jour, ça sera remis en cause par d'autres connaissances. Donc il est amené à évoluer. Et en enseignement, on est embêté parce qu'on a plein de modèles, y compris des modèles qui ont un siècle. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors par exemple, un de vos collègues à la pause me parlait du modèle planétaire de l'atome. Donc le modèle planétaire de l'atome, je l'ai viré du programme à ce moment. Je considérais que c'était un modèle qui maintenant commençait à avoir fait son temps. Mais donc certains modèles, malgré tout, bien qu'on sache en enseignement qu'ils sont faux ou incomplets, on s'en sert quand même. Parce que on s'en sert, que ce soit en enseignement, en ingénierie, en recherche et développement, parce que quand même ils ont une contribution honorable à l'interprétation d'observations et de phénomènes. On en a quand même besoin. Donc on va tout le temps vous présenter des modèles. Voilà, des modèles, plus ou moins justes. Alors, quelques prérequis. On va rester très descriptif. Donc là, je vais aller relativement vite. On va rester très descriptif. Le premier prérequis, c'est la loi de conservation de la matière. Donc là, je suis dans mon 4e paragraphe, loi de conservation de la matière. Donc, clairement, en chimie, on s'intéresse aux propriétés atomiques, aux propriétés structurales, mais aussi à la façon dont se transforment les objets chimiques. Donc on s'intéresse fondamentalement à la façon dont une substance se transforme en une autre substance. Il faut savoir que toute substance est composée d'atomes. On est d'accord là-dessus, je pense. Maintenant, vous êtes d'accord suite à vos études au lycée. Et toute transformation est basée sur la théorie atomique. C'est pour ça que mon chapitre 3, les atomes, c'est sur la théorie atomique. Et on en parlera aussi un peu dans le chapitre 2. Toutes les transformations sont basées sur la théorie atomique. Et ça, c'est depuis les travaux de Lavoisier. Révolution française. Donc, si on regarde la décomposition de l'eau, on peut décomposer l'eau avec un courant électrique. C'est un courant électrique, c'est l'électrolyse. La décomposition de l'eau, l'équation bilan, c'est ça. C'est 2 molécules d'eau qui se décomposent. Ça, c'est une équation bilan. 2 molécules d'eau se décomposent pour donner une molécule d'oxygène et 2 molécules d'hydrogène. Donc, quelle que soit la masse d'eau, la proportion d'oxygène et d'hydrogène produite, la proportion, elle sera constante. C'est 2 pour 1. 2 hydrogènes pour une molécule, un oxygène. Donc 2 eaux, 1 oxygène, 2 hydrogènes. On appelle ça une équation bilan équilibrée. C'est une équation équilibrée. Et on dit que une réaction se fait en proportion stoichiométrique. On parle de proportion stoichiométrique. Bon, aidez-moi à équilibrer la réaction en dessous. Donc c'est C4H10, c'est la combustion du butane. C4H10, c'est le butane. Donc la combustion du butane. C4H10 plus oxygène, aidez-moi. Ça donne du dioxyde de carbone, vous le savez, la combustion, ça donne du dioxyde de carbone, CO2 plus H2O. Clairement, ce n'est pas équilibré. Donc aidez-moi.
c'est basé sur la théorie atomique et la conservation de la matière. Donc si j'ai 4 carbones à gauche, il faut que j'ai 4 carbones à droite. Il n'y a pas de transformation, on est d'accord, il n'y a pas de transmutation, les éléments ils restent tels qu'ils sont. C'est basé sur la théorie atomique. Les atomes sont conservés. Donc si j'ai X carbone à gauche, je dois avoir X carbone à droite. Si j'ai Y hydrogène à gauche, je dois avoir Y hydrogène à droite. D'accord? Donc, je peux essayer ça. Si j'essaye ici, 4CO2. Ok. Donc là, si j'ai 4CO2, j'ai 4 carbones à gauche, 4 carbones à droite. L'hydrogène, H10. Donc il faut que je retrouve 10 hydrogènes à droite. Donc ça me fait 5 H2O. D'accord? 5 H2O. Donc j'ai bien 10 hydrogènes. Et maintenant les oxygènes. Ben, j'ai maintenant à droite, j'ai 8 oxygènes plus 5, ça fait 13. Et donc, oui, c'est ça, 8 et 5, 13. Donc il me faut à gauche, combien? Est-ce que je peux avoir 13 oxygènes? Oui, 13 sur 2. C'est ce que j'allais écrire et puis je me suis retenu. 13 demi. Alors en général, on n'aime pas trop écrire ça. D'accord? On n'aime pas écrire des demi. Donc on va tout multiplier par 2. Donc vous multipliez tout par 2. Donc ça fait 2C4H10 plus 13 oxygènes. Ça devrait marcher ça. Donne 8 CO2 plus 10 H2O. Multiplier tout par 2. Donc 8 fois 2, 16. 16 et 10, 26. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc vous multipliez tout par 2. On n'aime pas les demi. Les coefficients stoichiométriques, c'est des coefficients entiers. Donc je multiplie tout par 2. Donc aujourd'hui, c'est une évidence. Mais ça sort d'où? Ça sort d'où? Ben, la théorie atomique historique, il y a plusieurs personnes qui s'y sont consacrées. D'abord, il y a Lavoisier, 1789, comme je vous disais. Donc Lavoisier, il a établi le principe de conservation de masse lors d'une réaction chimique. Donc Lavoisier. Après, il y a eu Dalton. Dalton, 1803. Donc 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Dalton, c'est le père de la théorie atomique. Alors normalement, les pères les concepteurs de la théorie atomique, c'était les Grecs. Donc dans l'Antiquité. C'était les premiers qui avaient parlé d'atomes. Ils avaient déjà cette intuition qu'il y avait des atomes. Et donc ça, c'était une reprise de cette intuition des Grecs de l'Antiquité. Mais Dalton l'a prouvé avec des moyens scientifiques plus modernes. Donc Dalton, il a dit, les éléments, ils sont formés de particules indestructibles, les atomes, qui sont tous identiques pour un même élément. Donc un élément est constitué d'atomes tous identiques. L'élément hydrogène, c'est des atomes d'hydrogène qui sont tous identiques. L'élément carbone, c'est ce qu'on appelle des atomes de carbone tous identiques. Voilà. Il a également dit, le premier, que les atomes se lient entre eux pour former des structures complexes qu'on appelle les molécules. Donc il est allé au-delà de la théorie atomique. C'est la théorie atomique au service de l'édifice moléculaire. Et ensuite, il a dit qu'une molécule contient toujours le même type d'atome et toujours en même quantité relative, comme par exemple H2O, l'eau. L'eau, c'est toujours 2 hydrogènes, 1 oxygène, 2 hydrogènes, 1 oxygène, quelle que soit la molécule d'eau. Donc ça, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est une évidence. Mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et ensuite, Dalton a également, très important, établi la théorie de la réaction chimique, et il l'a formulée en disant une réaction chimique, c'est une réorganisation, un réarrangement entre atomes. C'est des ruptures et des formations de liaisons. Bon, etc., etc. Sur la théorie atomique historique, on verra plus en détail dans les chapitres 2 et 3. L'atome de nos jours. Alors l'atome de nos jours, c'est des choses dont vous avez un peu entendu parler au lycée. Plus ou moins. L'atome de nos jours, on sait que c'est un noyau et des électrons. Et les électrons, on ne vous l'a peut-être pas exactement dit comme ça, mais peut-être qu'on a utilisé ce gros mot malgré tout. Les électrons, c'est des particules qui sont quantiques. Et le noyau, c'est quoi? C'est des protons et des neutrons. Vous le savez. Donc là, vous avez un noyau. D'accord? Un noyau, c'est des protons et des neutrons. Et ça, c'est un atome.
qu'est-ce qu'on a dans l'atome? Au milieu, là, on a un noyau. Et autour, vous voyez une espèce de nuage rouge. Ce nuage rouge, c'est ce qu'on appelle le nuage électronique. C'est le nuage électronique. Pourquoi nuage électronique? À cause du fait que les électrons sont des particules quantiques. Ça leur confère des propriétés un peu particulières, un peu originales et un peu complexes à comprendre. Donc si aujourd'hui on veut représenter des électrons, on représente un nuage électronique. Après, l'atome de nos jours, on sait que... Donc l'atome de nos jours, c'est un atome qui clairement est un atome quantique. On sait également qu'il y a des charges dans l'atome, que les protons sont chargés positivement. Donc dans le noyau, les protons, que j'ai représentés en bleu, ils sont chargés positivement. Le nuage rouge, le nuage d'électrons, les électrons, ils sont de même charge mais opposés, et eux, ils sont chargés négativement. Et les neutrons, qui constituent le noyau, comme leur nom l'indique, ils sont électriquement neutres. Jusque-là, ça va. C'est le truc que vous connaissez. Donc les neutrons sont électriquement neutres. Après, il y a des problématiques de masse. Un atome, c'est une espèce qui a une certaine masse. Donc les protons et les neutrons ont presque la même masse. Et un proton ou un neutron est environ 1835 fois plus lourd qu'un électron. La conséquence importante, elle est là. C'est qu'à peu près 99,99% de la masse d'un atome, elle est contenue dans le noyau. L'électron est super léger. Donc un électron, c'est léger par rapport au noyau. Donc 99,99% de la masse d'un atome est concentrée dans le noyau. Le nombre de particules. Donc ça, vous avez fait des trucs là-dessus, évidemment, au lycée. Normalement, les premiers exos qu'on fait là-dessus, vous êtes à l'aise. Enfin, les générations précédentes étaient à l'aise. Le nombre de particules, c'est le nombre de particules de l'atome. On est d'accord, je suis dans mon paragraphe atome, là. Donc c'est le nombre de neutrons, le nombre de protons, le nombre d'électrons. C'est ça mon nombre de particules. Vous savez qu'un atome est caractérisé par un nombre qu'on appelle Z. C'est ce qu'on appelle aussi le nombre de charges. C'est égal au nombre de protons et d'électrons d'un atome donné. Donc si je vous dis par exemple carbone 6, donc je vous dis que le carbone, son numéro atomique Z est égal à 6, ça veut dire qu'il possède 6 protons et 6 électrons. 6 protons et 6 électrons puisqu'un atome est neutre. Donc il faut autant de protons que d'électrons. Donc il y a une égalité entre le nombre de protons et d'électrons dans les atomes, pour la neutralité. Car un atome est neutre. Ensuite on a grand N, qui est le nombre de neutrons. Et la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons, c'est là, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Donc cette somme, c'est le nombre de masse. Et on le note grand A. Donc ça, vous avez vu aussi. Vous avez déjà vu ce genre de choses. Donc si je vous dis que, par exemple, le carbone, on considère le carbone tel que grand A est égal à 12, vous en déduisez donc que grand N, le nombre de neutrons, c'est égal à A moins Z, donc dans ce cas-là, c'est 6. Donc dans ce carbone-là, il y a autant de neutrons que de protons. Les éléments. Les éléments chimiques, ce qu'on appelle un élément chimique par définition, c'est la classe des atomes dont le noyau compte un nombre donné de protons. Donc ça, c'est un élément chimique. C'est-à-dire qu'un élément chimique est caractérisé, donc un élément est caractérisé par Z. Un élément est caractérisé par Z. Et ce Z-là, on l'appelle aussi le numéro atomique de l'élément. Donc c'est à la fois un nombre de charges, mais également c'est le numéro atomique. Donc le carbone, c'est l'élément de numéro atomique
Z égale à 6. Donc ça, c'est l'élément. Le tableau périodique des éléments. Donc ça, évidemment, vous l'avez vu dans vos études. Il y a 118 éléments connus aujourd'hui. 118. Parmi les 118, il y en a 94 qui sont identifiés à l'état naturel sur la planète Terre. Et les autres ont été obtenus artificiellement. Alors, ils ont été obtenus artificiellement dans des accélérateurs, ce qu'on appelle des accélérateurs de particules. Dans des accélérateurs de particules. Voilà, donc il y en a 94 qui sont à l'état naturel, qu'on peut trouver dans la nature quelque part sur la planète ou dans l'écorce terrestre. Et les autres ont été obtenus artificiellement. Il y a une notion vraiment importante, c'est la notion d'isotope. Ça, vous l'avez vu aussi, d'accord? Parce que Z caractérise un élément X quelconque, d'accord? En revanche, vous savez qu'il existe des noyaux avec le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Donc il y a des noyaux qui ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Ces noyaux-là, on les appelle des isotopes. La notation des isotopes, ça c'est la notation d'un isotope. Donc on écrit X, l'élément. En indice à gauche, on écrit le numéro atomique. En exposant à gauche, on écrit le nombre de masses. A. Donc si je prends l'exemple du chlore, il existe deux isotopes du chlore, le chlore 35 et le chlore 37. Et je vous rajoute une information, le chlore il est là, hein. J'ai mon tableau périodique sous les yeux, le chlore il est là, donc je peux lire dans le tableau périodique que le numéro atomique du chlore c'est 17. Par conséquent, si je veux écrire les symboles atomiques de ces deux isotopes, tous les deux s'écrivent Cl avec le 17 en indice à gauche, et l'un s'écrit avec 35 et l'autre 37. Donc ça, ce sont mes deux isotopes. Le nombre de neutrons, ici, est égal à 35 moins 17, c'est-à-dire 18. Et là, le nombre de neutrons, c'est 37 moins 17, c'est-à-dire 20. Donc il y a le même nombre de protons, 17. Dans les deux cas, il y a 17 protons. Mais le chlore 35 a 18 neutrons, le chlore 37 a 2 neutrons de plus. Vous avez vu ça aussi. Voilà. Un truc important, je ne sais pas trop comment vous la formulez au lycée, mais on vous a parlé quand même de la stabilité des atomes. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La stabilité d'un atome. Alors déjà, il y a la stabilité au sens nucléaire. Nucléaire, y compris réaction nucléaire. Donc la stabilité d'un atome au sens nucléaire. Donc ça c'est mon premier ici, la première phrase ici. Ça c'est au sens nucléaire. Les atomes sont stables lorsque le nombre de neutrons du noyau est à peu près équivalent au nombre de protons. Ça c'est connu. Ça c'est la stabilité intrinsèque. Donc dans tous les atomes, tous les éléments, en général, le nombre de neutrons est à peu près égal au nombre de protons. À peu près. Donc ça, c'est la stabilité au sens nucléaire. Après, toujours la stabilité au sens nucléaire, le deuxième point aussi, mais c'est deux points de stabilité au sens nucléaire. Lorsqu'il y a un déséquilibre important entre le nombre de neutrons et de protons, ça c'est dans les réactions nucléaires en particulier. Lorsqu'il y a un déséquilibre important entre le nombre de neutrons et de protons, l'atome devient instable. Instable, c'est-à-dire c'est le noyau qui devient instable. J'aurais dû préciser ici, c'est le noyau qui devient instable. C'est le noyau de l'atome qui devient instable. Et pour retrouver sa stabilité, il va subir une désintégration radioactive. Ça, on est d'accord que c'est des réactions nucléaires, ce n'est pas des trucs qui se font naturellement. Voilà. C'est le siège des réactions nucléaires. Et les isotopes naturels, ce qu'on appelle un isotope naturel, donc quelque chose que vous prenez un échantillon de chlore, vous aurez à la fois du chlore 35 et du chlore 37. Ils ont une durée de vie théoriquement illimitée, infinie.
Donc ça, c'est la stabilité. Oui, c'est la stabilité. Tout ça, c'est la stabilité au sens nucléaire. Il me reste 2 minutes. Au lycée, depuis très longtemps, on parle des couches et des sous-couches. On parle de ce qu'on appelle la configuration électronique des atomes. Alors, normalement, depuis 3 ans, ce qui est enseigné au lycée, jadis c'était une très vieille notation qui était utilisée, KLM, c'est totalement obsolète. Et enfin, au lycée, on vous a parlé, normalement, de couches et de sous-couches SP. Vous l'avez vu. Alors, que vous n'ayez pas tout compris, c'est normal. Mais vous l'avez vu. Donc, juste un mot là-dessus, et on reprendra avec ça la semaine prochaine. L'atome quantique, encore une fois, pourquoi atome quantique? Parce que ce sont les électrons qui sont quantiques. Et les électrons, parce que là pour l'instant je vous ai parlé de la stabilité nucléaire. Les électrons dans l'atome, ils sont répartis dans des couches électroniques, qui eux-mêmes peuvent se subdiviser en sous-couches. Et j'ai essayé ici de vous représenter. Alors on vous a dit, les premières sous-couches, elles sont notées 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, et normalement on vous l'a dit, c'est chapeau lapin. Alors souvent, malheureusement, l'enseignement est obligé de faire du chapeau lapin. Il y a des trucs, on vous dit, on vous demande d'admettre que. Donc 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. J'ai essayé ici de faire un petit schéma pour vous sensibiliser à qu'est-ce que c'est qu'une couche. C'est pas un modèle planétaire d'atome. Alors on le voit pas très bien, malheureusement. La première couche, c'est les électrons qui sont les plus près du noyau. Donc c'est un nuage électronique. Donc chaque couche est représentée ici comme un nuage électronique. Chaque couche, c'est un nuage électronique. J'expliquerai plus tard ce que c'est que le nuage électronique. Donc la première couche, c'est les électrons qui sont le plus près du noyau. La deuxième couche, c'est les électrons qui sont un petit peu plus loin du noyau. La troisième couche, c'est les électrons qui sont encore un petit peu plus loin du noyau. D'accord ? Et donc, les électrons occupent ces couches, et en fonction de la couche à laquelle ils appartiennent, ils vont être en interaction plus ou moins forte avec le noyau. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui confère toutes les propriétés de liaison chimique des atomes, parce que ce qu'on vous a expliqué au lycée, c'est que les électrons de la dernière couche, c'est eux qui font des liaisons chimiques. Donc ces trucs-là, c'est des aspects extrêmement importants, et c'est pour ça que je ne vais évidemment pas aller plus loin là-dessus. Il est 12h01, je vous ai 41 minutes, on s'arrête là-dessus. On reprendra avec ça mardi. Mardi, pour l'instant, on n'a pas d'amphi. On se revoit mardi, je ne sais pas encore dans quel amphi, mais on est en train de nous le trouver. Bonne fin de journée. U6 105 pour ceux qui n'ont pas fait l'inscription numérique. Les collègues savent que vous allez arriver en retard. C'est à la maison de la réussite en licence. À la semaine prochaine. Quand vous parlez de l'inscription électronique, l'inscription pédagogique, elle rentre en compte ici ou pas? Je ne sais pas. Là, est-ce que vous avez participé aux réunions soit lundi, soit mardi, soit mercredi? Il y avait plusieurs. Celle de hier, oui. Hier, c'était une réunion pédagogique, de pré-rentrée. Il y a eu des réunions dites numériques, pour vous apprendre à utiliser les outils numériques, etc. Allez vous inscrire dans les modules sur Moodle, découvrir tout l'environnement numérique de travail. Est-ce que ça, vous l'avez fait? Non. Eh bien, alors, U6 105. Ok, merci. Monsieur, tout à l'heure, vous avez dit qu'on considère un atome instable s'il y a une différence importante entre les nombres de protons et de neutrons. Et on considère importante à partir de quel... Franchement, je ne peux pas répondre à ça. Il y a pas de... Il y a une dizaine. En général, ça diffère à 3-4 neutrons. Voilà. Une dizaine, c'est potentiellement radioactif. Ça va se décomposer. Merci. Les atomes radioactifs, c'est ça. Après, je ne suis pas un spécialiste de la physique nucléaire, franchement. Mais il y a des trucs très précis, c'est hyper connu. Il y a éventuellement, j'essaierai, si j'y pense et si j'ai le temps, je me trouverai pour la semaine prochaine. Il y a des graphiques qui montrent à peu près, en fonction de la taille du noyau, etc., où sont les zones d'instabilité. Voilà.
réaliser. Merci. Bonjour, excusez-moi. En fait, moi j'ai vu avec KLM pour les couches électroniques. Vous avez un vieux prof qui ne s'est pas adapté Et au changement de programme. du coup, c'était pour savoir pourquoi dans la couche c'est marqué 2S et dans la sous-couche c'est aussi 2S. Non. Attendez, je coupe un truc là. avant que-